Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonjour à toutes et à tous, c'est Excellent, contente de vous retrouver pour notre rendez-vous du dimanche avec l'excellence française. Ce soir, dans l'émission qui crée le lien, on parle littérature et musique. Elle aime introduire de la lumière dans les tableaux qu'elle décrit poétiquement, car Sophie Talmen est une écrivaine qui nous raconte le cœur de nos vies, nos combats et nos espoirs, et c'est même sa marque de fabrique. Ses livres se lisent avec gourmandise, comme tout bon roman, dont le dernier que j'ai pour ma part eu grand plaisir à lire, Les Cœurs Silencieux, tout juste sorti chez Albin Michel. Sophie Talmen, c'est un plaisir de vous accueillir dans cet Excellent. Bienvenue. Merci. Il a sillonné le monde avec sa guitare, cherchant un sens à sa vie. À son retour en France, Nick Malen se fait connaître du grand public grâce à The Voice, aux côtés de Mika. Son dernier single, Tu vas être papa, est bien plus qu'un banger pop. C'est une véritable ode à la natalité, déjà considérée comme la référence musicale de l'annonce de grossesse. Et plus de 30 millions de vues sur TikTok, le tout à découvrir sur scène bientôt, évidemment. Une belle aventure qui commence. Nick Malen, bienvenue sur Sud Radio. Merci, bonjour. Et puis c'est Excellent, bienvenue chez vous. Sophie Talmen, alors le pitch quand même pour nos auditeurs de votre tout nouveau livre que je rappelle, Les Cœurs Silencieux, qui est sorti au Seuil. Alors grosso modo, Sarah, elle est infirmière, elle prend soin des autres au détriment d'elle-même, clairement. Son beau-père Pedro perd la parole, donc elle devient sa voix. Elle part à la recherche des membres de sa famille avec qui elle est brouillée, dont Thomas, l'un de ses fils, qui n'est pas du tout d'accord, du moins au début, ou en tout cas presque partout dans le livre, en fait, il n'est pas d'accord. Est-ce que c'est bien résumé ? Oui, c'est pas mal. Donc Pedro perd la voix à la suite d'un AVC. Effectivement, il se retrouve muré dans son silence, sans la possibilité même d'exprimer un son. Ouais. Alors justement, Les Cœurs Silencieux, le titre de ce livre, on parle bien de l'impact du silence sur les relations, sur les destins de vos personnages qui sont universels en fait, Sophie Talmen. Oui, cette incapacité à dire ce que l'on ressent, et je pense que c'est assez fréquent. De dire les choses, d'attendre aussi. On se dit que la vie est longue et qu'on aura le temps de parler aux gens qu'on aime, de dire même « je t'aime ». Et puis même quand on a des choses à se faire pardonner, on se dit « bah voilà ». Ça arrivera un jour. Ça arrivera un jour. Mais quand on se retrouve à la seconde près, sans voix, on se dit qu'il y a urgence. Oui, c'est ça. Et alors, ils se disent des tonnes de choses dans le silence, mais ça valait pas les mots. Je vais la reprendre mieux. Ils se sont dit des tonnes de choses dans le silence, mais ça ne valait quand même pas des mots. Ça, c'est la citation de Pierre Lemaitre dans Alex que vous avez choisi pour illustrer votre deuxième partie. Finalement, c'est l'intégralité de l'histoire que vous nous racontez, en fait, Sophie Talmen. C'est vrai que moi, dans l'écriture, je m'intéresse beaucoup à nos silences, quand on se regarde dans les yeux, les émotions qui traversent, qui sont, je trouve, très sincères dans ce qu'on peut exprimer. Ça s'appelle Les mots bleus dans la chanson. Oui, que vous citez aussi que je au départ, cite. Du livre. Et c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans l'écriture. Ces silences dans les dialogues, on entend mieux la phrase quand il y a des silences, et même dans la vie, je trouve, quand il y a des silences, on entend mieux ce que l'autre nous dit. Du silence naît la parole, en fait, c'est ça. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est une vérité autant dans le théâtre que dans la musique, que dans la littérature, dans les arts en général. Il faut une respiration. Ouais. Et la gestuelle. Nous, les êtres humains, on est fait de gestuelle, de mimique, et ça m'intéresse beaucoup dans l'écriture. Alors Sophie Talmen, ce Pedro, qui se dit qu'il aura justement toujours le temps de se rattraper auprès des siens, il est tout à coup lui-même rattrapé par la fatalité de la vie, en fait, j'ai envie de dire, et c'est ça qui fait revenir à l'essentiel aussi. Cette fatalité, cette mort proche potentielle. C'est ça. Ouais. Dire, mais qui sont les gens les plus proches de moi, que j'aime, voilà. Et là, il se rend compte qu'il est tout seul à l'hôpital, que les gens qu'il aime ne sont pas là, parce qu'il s'est brouillé depuis 20 ans avec eux. Et qu'il y a urgence à renouer avec eux. Et du coup, Sarah, sa belle-fille, qui est très empathique, lui propose d'être sa voix et de partir à la recherche de ses proches. Mais par contre, eux n'ont pas du tout envie de renouer. Voilà. Et il y a aussi le sujet de cette Sarah qui se dévoue complètement à quelqu'un qui n'est pas en fait son père par le sang. Ouais. Donc elle a une recherche aussi de paternité, on imagine, ou en tout cas une volonté de rapprochement de cette famille qui n'a jamais vraiment existé. Le lien avec ses mauvais communiquants, parce que Pedro était mauvais communicant avant de perdre sa voix, mais son fils, oui, il est alors pas mal qu'il dans est le genre écrivain, aussi, qu'il est très à l'aise avec le langage écrit, parce que c'est un langage, et il est très mauvais dans la communication. Et elle va le faire le lien, parce que elle, vraiment, son pouvoir, c'est justement la parole, et d'arriver à faire le lien avec les autres. C'est pour ça qu'elle a pas choisi ce métier par hasard. Et je voulais aussi rendre hommage à tous les soignants, aux infirmières,
C'est vrai que c'est un travail qui est difficile à l'heure d'aujourd'hui, d'être à l'hôpital public, d'avoir des horaires qui fluctuent, un week-end sur 2. Et puis un salaire pas très haut. Un salaire pas très haut. Parce qu'elle se fait voler ses baskets et c'est un drame pour elle. Non, avoir une vie perso quand on est célibataire et qu'on est infirmière, et qu'on travaille un week-end sur 2, je redis, c'est pas facile. Et ça, je voulais l'exprimer aussi. Alors, il y a aussi le questionnement de cet homme sur sa propre masculinité, en fait, parce que tout d'un coup, il devient dépendant, ce Pedro, alors qu'au départ, c'est un espèce d'effet incroyable, âgé, mais ça se voit pas, il est musclé, il est beau, il est gominé, etc. Puis là, tout d'un coup, il perd tout, il se retrouve dépendant à l'hôpital. J'aborde aussi ce rapport au vieillissement, au corps. Lui, il a une certaine pudeur, ce Pedro aussi, puis il se retrouve dans un pyjama d'hôpital avec des soignants qui vont le toucher. Et ça m'a intéressé de me mettre dans la peau du patient aussi. Et puis quand il est allongé sur son brancard, il voit aussi le plafond qui défile. Donc c'est un autre angle. Et quand il est assis et que les gens viennent le voir, ils sont debout et lui il est assis. Et il aime pas ça, Pedro. Il a l'habitude d'être avoir la ligne des yeux, même. Donc ça remet en question des essentiels en fait. Complètement. Et j'ai vraiment abordé ça. C'est ce qui est touchant, quoi, aussi. Et alors, finalement, on parle aussi de cette importance de l'entourage qu'on considère comme une famille, qui est peut-être pas forcément toujours la famille directe. Moi, je dis souvent, pour se reconstruire après un drame ou pour aller mieux, il faut être entouré des bonnes personnes. Des fois, c'est pas la famille, les plus proches, ça peut être les amis. Et moi, je l'ai vu pendant la période du confinement avec mes patients qui n'avaient pas le droit aux visites. Oui, parce que vous êtes neurologue aussi, chef de service. C'est vrai que je me nourris aussi de mon métier pour raconter des histoires. Et je ne suis pas allée chercher très loin pour ce personnage de Pedro. Oui, vous êtes inspiré en fait de patients que vous avez rencontrés dans votre autre vie, donc c'est ça, de neurologue. Tout à fait, ces patients qui, à la seconde près, n'ont plus un seul son qui sort. Et plein de mots dans la tête, je le vois bien, l'angoisse qui se lit sur le visage. Et je me suis dit, je vais en faire un personnage de roman. Et c'est là que Pedro est arrivé. Et je disais que pendant cette période de confinement, ces patients n'avaient pas le droit aux visites. Et c'était terrible pour eux parce qu'on a vraiment besoin des autres. Du contact. Voilà, pour vous avez constaté effectivement que ces patients que vous aviez pendant le Covid, est-ce que, par exemple, ça a accéléré la maladie d'être seul ? Est-ce que c'est aussi lié que ça, l'esprit, le corps ? On se pose la question. Je dirais plutôt que ça ralentissait l'évolution, leur amélioration. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, le fait d'être triste, ça aide pas à aller mieux, quoi, tout simplement. En fait. Et puis alors, il y a le rôle du père. Alors c'est intéressant parce qu'on a Nick Malène aujourd'hui qui a fait une chanson sur la paternité, sa jeune paternité, lui, c'est un père qui finalement a plus ou moins tourné le dos à sa famille parce qu'il était très maladroit. Qui était très maladroit. Finalement, la paternité, il faut l'inventer quand on est un homme, contrairement aux femmes qui portent l'enfant. C'est pas tout à fait le même positionnement. Et ça aussi, vous aviez envie de nous expliquer cette difficulté que peuvent avoir les hommes parfois devant ce rôle de père qu'on leur impose par la voie naturelle, j'ai envie de dire. Et qui peuvent être surpris aussi par leurs enfants. Là, je spoile pas l'histoire, mais il a 2 fils très différents, dont un vraiment très différent, et avec des difficultés d'acceptation au départ. Et je raconte ça. Donc c'est aussi le rapport à ce que ça renvoie de nous-mêmes, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il a des difficultés avec cet enfant ? Parce que cet enfant lui renvoie une image de lui qui est une image peut-être plus faible pour cet homme qui est si brillant, et donc ça lui pose un problème à lui-même, et c'est pas l'enfant qui lui pose un problème finalement. C'est pas l'enfant, et il se rend compte qu'il a été très maladroit, il s'en veut, mais c'est surtout le fait qu'il a été très mauvais communicant. Qu'il n'a pas su dire les choses. Il est plein d'amour, ce Pedro. Il est plein d'amour. Mais il y a une barrière entre le cerveau et la bouche, là. Donc c'est le rôle de la parole, encore une fois, le mot. Et donc le mot est peut-être moins important parfois que le silence. C'est ça que vous nous dites encore. On revient là-dessus. Aussi. Les deux sont très importants. Et il suffit d'un mauvais mot pour se brouiller pendant 20 ans. Oui, c'est sûr. On a tous connu ça, a priori. Le pouvoir des mots. Alors, Nick Malène, ce livre, il résonne tout particulièrement. J'ai pas fait exprès de vous mettre ensemble tous les deux. Donc, je rappelle quand même votre single aux 30 millions de vues sur TikTok, Tu vas être papa. Alors, vous nous parlez de cette expérience justement que vous vivez actuellement. Vous êtes un jeune papa. Et ça a complètement changé aussi votre vision des choses. On a envie de savoir un peu comment on se projette justement quand on n'a pas porté un enfant et que tout d'un coup on se retrouve devant ce rôle qu'on doit assumer, quoi. Alors moi déjà je voudrais dire un mot sur justement le livre de Sophie, c'est un thème qui me parle vraiment beaucoup et je pense parle à beaucoup de gens parce que moi mon père a fait un AVC. D'accord.
Et donc l'histoire m'a parlé forcément, et du coup il a perdu la parole aussi. Donc il a toujours pas retrouvé 100% de ses capacités. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, et donc je vais me pencher vraiment sur le livre d'ailleurs. Et donc du coup moi je suis devenu père aussi récemment. Et c'est vrai que ça a tout chamboulé, mes habitudes, la manière dont je vois la vie en général. Et c'est vraiment quelque chose qui... c'est une expérience, c'est quelque chose, je pense, qui est unique, et je suis pas le seul à vivre ça. Alors comment ça se passe? Est-ce que ça c'est complètement fantasmé jusqu'à ce que l'enfant arrive, et tout d'un coup vous avez cette prise de conscience au moment où c'est concret, ou est-ce que pendant les 9 mois de la grossesse vous êtes quand même déjà en train de vous projeter, quoi? Alors non, pas du tout. Moi je pense que la prise de conscience, elle est vraiment justement là, quand on voit quand le bébé arrive, quoi. Il commence à marcher, il commence à grandir, on commence vraiment à créer. Donc quand il grandit, pas quand il est tout petit, quoi. Voilà, c'est ça, parce que comme tu disais, un homme il doit créer ce lien qu'il n'a pas dès le début forcément avec la mère, et c'est vraiment au fur et à mesure que tu crées une relation avec ton enfant, et c'est la différence peut-être avec un homme et une femme, je pense. Et alors quand on a un papa qui est pas bien et que on devient père, c'est pas simple non plus, on imagine, à gérer ça. Comment on se construit en tant qu'homme? Vous vous projetez dans ce que vous avez vécu avec lui? On va dire que ça m'a créé un peu de la colère, mais pas envers mon père, mais envers justement, parce que c'est plus du tout la même personne comparée à avant. Et ça m'a fait un peu une frustration. Il n'y a plus les mêmes discussions, il y a beaucoup moins de réactivité, et c'est ça qui est différent. Donc après, c'est sûr que faut faire avec, mais c'est comme ça, un AVC, c'est... Sophie Thalmann, vous qui êtes neurologue et donc qui avez vu beaucoup de gens, j'imagine, souffrir d'AVC, ce qu'on entend de Nick Mallen, c'est plus la même personne qu'avant. Ça, vous l'entendez souvent, j'imagine. Oui, parce que beaucoup de choses passent par la parole. Et alors je ne sais pas quel type d'aphasie, mais il y a des aphasies motrices où c'est vraiment juste un mur entre le cerveau et la bouche. Où on voit bien peut-être expliquer l'aphasie pour nos auditeurs. C'est des troubles du langage. Voilà. Donc il y a des aphasies où justement il manque de paroles, et on voit bien que tous les mots sont stockés dans leur tête et qu'ils ne peuvent juste pas les prononcer. Et il y a d'autres types d'aphasie, de troubles de parole, où eux, ils expriment des mots mais déformés, pas les bons mots. En fait. Et donc ça donne des gens qui parlent, mais on comprend rien de ce qu'ils disent. Voilà. Et ça devient des cœurs silencieux, en fait. Et ça devient, dans les deux cas, des cœurs silencieux. D'où le titre, très très beau livre. Et bien voilà, vous êtes bien sur Sud Radio, c'est excellent. On va vous revenir tout de suite avec l'écrivaine Sophie Thalmann et son livre Les cœurs silencieux, ainsi que le chanteur Nick Mallen, et notamment son single Je vais être papa. Et ben c'est excellent, vous l'aurez compris, à tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'être avec nous sur Sud Radio, c'est un bon choix, je dirais même plus, c'est excellent. Avec moi ce soir, l'écrivaine Sophie Thalmann et son livre Les cœurs silencieux, sorti chez Albin Michel, ainsi que le chanteur Nick Mallen et son single Tu vas être papa. Nick Mallen, on vous écoute. Je m'attendais à tout sauf à ça. Dans ta poitrine, c'est son cœur qui bat. On ne pensait qu'à nous, maintenant à trois. Quand tu m'as dit, tu vas être papa. Oh, oh, papa, 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 tu vas être papa. 9 mois plus tard, elle arrive. Tu tiens ma main, t'es si forte. Mon cœur part à la dérive quand la vie frappe à la porte. J'ai vu le temps me surprendre, j'ai vu sa vie arriver, jusqu'au moment de l'entendre, jusqu'à réaliser. La voix de Nick Mallen sur Sud Radio, on entend le titre single qui cartonne, Tu vas être papa. Alors Nick Mallen, quand même 40 millions de vues. 10 000 vidéos créées sur des plateformes comme Instagram, TikTok, YouTube Short. Il est clair que cette chanson, elle a captivé un très large public, parce que c'est un sujet universel en fait. Exactement, c'est des sujets, je pense, qui touchent tout le monde. Ouais. La paternité, c'est vraiment, c'est sacré, quoi. Et c'est devenu un phénomène musical. Alors est-ce que vous savez pourquoi ? Alors je pense déjà il y a l'effet réseaux sociaux. Il y a l'effet réseaux sociaux qui fait qu'aujourd'hui on peut vraiment promoter sa musique via les réseaux sociaux, mais aussi il y a le thème, et puis
Et votre passage dans The Voice. Voilà. Non, je pense pas que ça a un rapport avec The Voice, mais je pense aussi c'est vraiment le cœur qu'on y met quand on chante. Parce que moi, je chante beaucoup dans la rue. Les gens me connaissent beaucoup parce que je chante dans la rue. Oui, vous êtes un musicien itinérant à la base. Exactement, j'ai beaucoup chanté cette chanson justement dans les rues de Paris. D'accord. Et tout le monde en fait a relayé et ça fait combien de temps que vous la chantez cette chanson? Ça fait pas très longtemps, ça fait que 3 mois. Ouais, d'accord. Que 3 mois et donc du coup ça se passe super bien, c'est top. Donc vous continuez à chanter en fait dans la rue avec Malène, parce que c'est important, que c'est le cœur de votre expression. Pour moi en tout cas la rue ça ment pas, c'est vraiment faut capter les gens. Pas, ça se voit tout de suite. Faut capter les gens et puis c'est mon ADN, même si je pense que j'ai un succès mondial, je ferai comme Kezia Jones, je continuerai des fois à aller faire des shows dans la rue. Kezia Jones, il continue à jouer dans la rue? Moi je l'ai déjà croisé dans Paris, dans la rue, et puis je pense que c'est... Puis ça vous permet d'être proche des gens, quoi. Exactement, il y a une proximité que t'as pas forcément sur scène devant des milliers de personnes, qu'on retrouve vraiment dans la rue, et puis t'es plus accessible aussi. Et puis, ça plaît aux gens, ça. Moi j'adore. Je viens d'ailleurs de Montmartre, j'ai commencé comme ça. D'accord. Oui, parce que Montmartre, c'est le quartier des artistes. Exactement. Mon père est peintre d'ailleurs à Montmartre aussi. D'accord. Il est sur la butte, D'accord. Ok, au théâtre. Ouais, je viens d'une famille de peintres. Ok, donc famille d'artistes. Ouais. Alors, Tu vas être papa, on le disait, c'est une chanson très personnelle, très émotive aussi. Vous nous parlez de votre propre expérience et finalement, est-ce que c'est pas compliqué de se mettre nu comme ça, de raconter son histoire parce que tout le monde peut se l'approprier, quoi. Le but dans une chanson, c'est de faire passer un message et je pense que ça dépend de la chanson, mais le plus important, c'est de faire passer des émotions et un message. Et moi, personnellement, j'étais pas prêt à être papa. C'est pour ça que j'ai fait cette chanson. Justement pour dire que c'est quelque chose de magnifique et que même si on a peur, ça vaut le coup. Donc pour moi, c'était ça, d'envoyer un message vraiment, allez-y, faites des enfants. Vous étiez pas prêt dans quel sens? On peut avoir plus d'infos. On va dire que ça m'a un peu tombé dessus comme ça. D'accord, vous n'avez pas vraiment choisi, quoi. En tout cas... à court terme là d'avoir un enfant. Et finalement vous êtes content. Oui, mais j'ai l'impression que les hommes sont jamais vraiment prêts. Ça arrive un peu comme ça généralement et ça nous tombe un peu dessus et puis on est en mode bon allez pourquoi pas. Mais moi personnellement j'avais un peu peur. J'avais un peu peur parce que j'ai une vie un peu de baroudeur, j'ai une vie d'artiste et c'est pas forcément très compatible des fois avec une vie de famille. Et donc c'est surtout de ça que j'avais peur, voilà. Donc pour vous, la musique, en fait, c'est un moyen d'expression qui vous pousse à partager une expérience personnelle pour être dans la véracité, c'est ça que vous nous dites? Pour moi au début, la musique c'était un peu une purge de toutes mes émotions, ça me permettait d'évacuer toute la frustration ou les émotions que j'avais enfouies en moi, comme une thérapie en fait. Et c'est pour ça que je pense que les gens ont accroché, parce que quand je chantais, c'était vraiment, ça sortait des tripes et ça ment pas. La musique, l'art en général, c'est des émotions. C'est fait pour soigner aussi, c'est ça? La musique, pour moi, c'est un peu une thérapie, mais pas que pour moi, je pense. Pour beaucoup d'artistes. Ouais, pour beaucoup d'artistes. Et alors, pourquoi ça passe par la voix? C'est ce que vous avez cherché tout de suite, ou vous avez cherché les instruments? Bon, vous avez la guitare, mais... je sais pas. La musique, c'était pas forcément une passion pour moi. À la base, je voulais faire de la peinture. Peintre, et finalement, c'est venu à moi, je sais pas, comme ça. C'était une autre... Il fallait que vous cherchiez votre forme d'expression artistique. Exactement, j'ai chanté et puis j'ai trouvé, je me suis dit c'est bon, c'est ça. Ouais, c'est-à-dire que vous avez la petite lumière qui s'allumait. Exactement. C'est une histoire de passion en fait. Ouais, c'est quelque chose vraiment, quand t'as retrouvé quelque chose que t'aimes, c'est quelque chose que tu le sais. Alors votre single Tu vas être papa, il est considéré comme une référence pour les annonces de grossesse, ça me fait beaucoup rire, je trouve ça génial. Qu'est-ce que ça vous fait comme effet justement d'avoir ce public qui tout d'un coup... c'est les femmes qui s'en servent en fait, c'est ça souvent. Surtout qu'à la base, j'ai pas du tout ce profil-là. J'avais vraiment un profil un peu de bad boy avec son blouson en cuir et tout. Et puis. D'accord. C'est pas un style que vous vous donnez, ça finalement? Non, je sais pas, non. Mais on va dire que j'ai toujours été un peu borderline. D'accord. Donc voilà quoi. Borderline, c'est pas forcément bad boy. Non, je suis très gentil. Je suis pas un bad boy justement. Et donc que ces femmes se servent de ce titre pour annoncer leur grossesse, qu'est-ce que ça vous fait à vous? Pour moi, franchement, je sais pas si c'était ça l'effet que je voulais, mais quand je vois ça, je me dis waouh, c'est vraiment incroyable d'avoir touché vraiment autant de gens par rapport avec une chanson. Et des fois, on a des messages pour les tests de grossesse Clear Blue. Ouais. Justement pour vous allez peut-être devenir la musique de la pub en fait. On sait jamais. On leur fait un appel, Clear Blue, coucou, si vous voulez une super chanson pour votre pub. On fait pas de pub à la radio normalement, mais c'est pas grave. Alors justement, la mélodie aussi, elle est très accrocheuse. Ça se répète et ça reste dans la tête. La musicalité d'une chanson, est-ce que vous y pensez au départ? Est-ce que quand vous écrivez, vous composez, vous dites faut que ça soit accrocheur?
accrocheur, il faut que ça soit comme ça, ou est-ce que comment ça se passe? Les mots d'abord, la musique? Pour vous dire la vérité, ça dépend. Par exemple, pour cette chanson, parce que des fois, pour une chanson, on coécrit. On coécrit, on n'est pas tout seul. Donc, par exemple, pour cette chanson-là, j'ai pas été tout seul. D'accord. On a travaillé avec Fabrice Haddad, avec Jane. Donc, oui, c'est votre label, on peut les citer ça. d'ailleurs, allez-y. Et donc, la chanson, on va dire que c'est un travail d'équipe sur cette chanson-là. Et puis, quand c'est des chansons, par exemple, personnelles, moi, je pense que c'est toujours bien d'être entouré, et d'avoir un avis différent. Donc, vous écoutez beaucoup ce que disent les autres, du coup, sur vos créations? En fait, je pense que c'est important d'avoir des retours, parce que si on veut faire de la musique que pour soi, dans ce cas-là, mais à partir d'un moment, je pense que je me fie beaucoup. Faut tester avant, quoi. Ouais, je me fie beaucoup à ce que disent d'ailleurs les jeunes ou les vieux. En fait, ça dépend de la génération, mais pour moi, c'est important si on veut toucher un peu tout le monde, d'avoir l'avis d'une personne plus âgée ou d'une personne très jeune. Mais c'est pas un peu dangereux, ça? Parce que des fois, il y a des gens qui vont détester, des gens qui vont adorer. C'est très subjectif quand même, l'écoute en général. Ouais, c'est vrai, mais moi personnellement, je pars du point de vue où je fais de la musique pour moi. Personnellement, il faut que ça me plaise. Et si ça me plaît, après, si ça plaît aux autres, tant mieux. Mais moi, je vois la musique aussi comme toute la création, c'est aussi ça d'où passe le plaisir. Donc d'aller en studio, d'enregistrer, d'écrire. Et puis après, la promotion et tout ça, c'est quelque chose d'autre. C'est autre chose. Alors Sophie Tammen, je rappelle votre roman Les Cœurs Silencieux qui est sorti chez Albin Michel. Vous explorez les nuances de la paternité justement et de ses relations familiales à travers les personnages de Pedro, la réaction de Thomas, la projection de Sarah, etc. Quand vous écoutez Nick Mallen parler, j'imagine que ça résonne tout particulièrement pour vous. Complètement, oui, ça résonne. Qu'est-ce que ça vous inspire? Quand je t'entends parler, c'est vrai que je m'y retrouve aussi dans la création. Tu dis que tu chantes pour libérer tes émotions. Moi, j'écris pareil. Exactement, pour libérer mes émotions de la journée. Retrouver mes personnages, c'est comme si j'ouvrais une fenêtre sur mon monde imaginaire et je me laisse aller. Et c'est une passion, c'est devenu même une drogue. Tous les jours de retrouver mes personnages. Ça me fait du bien. Et je me retrouve aussi quand tu dis je veux parler aux gens finalement. Et moi aussi, quand j'écris des histoires, c'est pas pour raconter des histoires extraordinaires, de choses qui peuvent pas nous arriver. C'est pour raconter justement quelque chose qui aurait pu faire écho à notre propre vie. Et quand tu me dis que toi, ça te touche cette histoire parce que ton papa a fait un AVC et qu'il y a plein de similitudes, il n'y a pas une journée où il n'y a pas un lecteur qui m'écrit pour me dire moi, il m'arrive la même chose. Ça fait écho à ce que je suis en train de vivre. Et ça, pour moi, c'est un cadeau, quoi. Donc finalement, réussir à transmettre ces émotions et qu'elles touchent comme ça veut dire que vous arrivez à vous toucher la cible, quoi. Complètement. Et quand j'ai des retours de lecteurs qui ont vibré avec cette histoire, qui a résonné avec leur propre vie, je me dis, ça me donne envie de continuer. Et c'est comme je soigne les gens par mon premier métier, mais j'ai l'impression qu'avec l'écriture, je peux soigner aussi. Et ce que tu disais avec ta musique, ça rejoint aussi ce que je ressens. Et alors, quand on écoute Sophie Tammen, finalement, Nick Mallen, vous aussi, c'est cette transmission, le fait que ça résonne avec votre propre vie, qui touche directement votre public. Et sinon, ça ne marcherait pas. C'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. C'est ça. On va dire que c'est le contraste. J'ai pas le profil. Arrêtez de vous dévaluer. Mais vous avez le profil que vous avez. Mais moi personnellement, je m'attendais pas à chanter moi-même une chanson comme ça avant d'être papa. D'accord. Finalement, c'est arrivé donc. Et ça vous permet le fait d'avoir écrit cette chanson, que Sophie disait de se détacher d'une certaine réalité. Alors elle, dans son cas, c'est parce qu'elle a des journées compliquées, on imagine, à l'hôpital avec des patients qui vont pas bien. Vous, peut-être que vous avez envie de sortir de votre réalité aussi, ou alors de la transformer, de vous la réapproprier, cet enfant, par exemple. Oui, forcément. Après, moi, je pense que c'est pas du tout le même. C'est pas du tout la même. Moi, je pense que neurologue, écrivain, c'est un autre métier. Mais moi, je pars du principe que honnêtement, j'ai oublié ce que je voulais dire. Est-ce que vous pensez pas que la création, que ça soit quand on est écrivain ou quand on est chanteur, c'est quand même la même chose au bout? Il y a une part. Il y a une part dans ça qui est similaire, mais je pense que c'est une différente manière de faire et de réfléchir. Après, oui, c'est sûr, sur la manière de Parce que vous écrivez aussi, finalement. Oui, j'écris, mais c'est pas dans la... Je pourrais pas écrire un livre. Ouais, c'est vraiment différent. En fait, écrire un texte court, ça permet de diffuser beaucoup de choses en peu de temps. Ouais, c'est ça. Et je pense que quand on écrit une chanson aussi, on imagine la mélodie en même temps.
Et écrire un livre, pour moi, c'est vraiment quelque chose. Il y a une mélodie dans un livre, Sophie Thalmann. Je suis pas sûre que je saurais écrire une chanson non plus. Bon, on va faire des échanges de plumes ce soir. Sud Radio, c'est excellent. On est avec l'écrivaine Sophie Thalmann et le chanteur Nick Malen. Vous restez avec nous, à tout de suite. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent comme tous les dimanches. Vous êtes ici chez vous, chers auditeurs, avec l'écrivaine Sophie Thalmann et son dernier roman, Les Cœurs Silencieux, sorti chez Albin Michel, et le chanteur Nick Malen. Alors Sophie Thalmann, vous aimez beaucoup ce proverbe. C'est un proverbe ashanti du Ghana. Souris, même si ton sourire est triste, car il existe quelque chose de plus triste qu'un sourire triste, c'est la tristesse de ne pas savoir sourire. Alors, est-ce que vous pensez que le simple fait de sourire, même dans les moments difficiles, ça peut apporter cette lumière ou cette force intérieure qui nous manque dans ces moments-là? C'est pour ça que vous aimez cette phrase. Ça a même été prouvé scientifiquement que les mimiques pouvaient activer certaines aires du cerveau. D'accord. Dans le circuit du bonheur, le circuit donc en fait, si on va pas plaisir. Bien, il faut qu'on se force à sourire. Les mimiques. Ouais, c'est ça que vous. Et donc, ça serait un conseil visage... que vous donneriez à quelqu'un de très déprimé, par exemple? Oui, alors c'est compliqué. Les personnes déprimées ont du mal à sourire, ont du mal à. Justement. Mais de toute façon, souvent, ça se voit sur un visage déprimé. Les mimiques, il y a moins de mimiques, un visage qui bouge moins. Mais oui, de sourire. Et puis, un visage souriant est tellement plus agréable à regarder. Et on a envie d'aller vers un visage souriant. On a envie de fuir un visage qui ne sourit pas et qui est glacial. Alors, j'ai une question pour vous d'un point de vue médical. On a dans notre société du XXe siècle, on pensait qu'il fallait soigner l'esprit et le cerveau pour que le corps aille mieux. On constate de plus en plus avec les médecines d'aujourd'hui, ce qu'on entend, que si on prend soin de soi physiquement, notre esprit va mieux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Les deux. Je suis d'accord. Les Dans deux. les deux sens. C'est sûr qu'il faut prendre soin de nous, faire du sport, pas trop avoir d'addiction. Et je le vois, moi, chez mes patients, quand ils viennent me voir. Souvent, c'est un petit jeu que je fais à moi-même. Quand le patient s'assoit, dis-le à quel âge. Et j'essaye de deviner. Et je vois quand un patient a pris soin de lui, il fait plus jeune, c'est sûr. Donc il faut soigner les deux, l'esprit et le corps. Et du coup, on peut faire plus jeune dans la tête aussi, c'est ça que vous nous dites? Aussi, ouais, complètement. C'est-à-dire que le cerveau, il vieillit moins si tout ça est pris en compte, quoi. Complètement. Alors, dans votre livre, Sarah, elle devient la voix de Pedro. On en parlait tout à l'heure de son beau-père, quand il a un AVC, quand il perd sa parole à lui. Vous donnez une voix aussi à ceux qui sont silencieux. C'est ça que vous avez envie de faire. Oui, et puis je me suis intéressée aussi au personnage de Pedro qui se rééduque, qui rééduque sa voix, comme s'il rééduquait un muscle. Donc il est silencieux au départ, mais avec son orthophoniste, il va essayer de sortir un son. Et d'ailleurs, il y a le prénom de Sarah qui sort beaucoup à un moment donné. Il y a le prénom de Sarah qui sort beaucoup, comme un automatisme. Et ça arrive souvent, ça arrive souvent, Ah oui. Et pourquoi alors? On ne sait pas. On ne sait pas, c'est vraiment... et justement, les orthophonistes essayent de bloquer ça parce qu'autrement, il arrivera à dire que Sarah toute sa vie. Ah oui. Donc il faut bloquer ces automatismes. Pas ça à ce moment-là. Ouais. Donc là, il faut le bloquer, il faut l'interrompre en disant on va dire autre chose que Sarah. Et je me suis fait aider par une orthophoniste. Je voulais vraiment décrire ce que ça pouvait être, cette rééducation. Et petit à petit, il va avoir le premier son, puis le premier mot. Et ça va être sa victoire. Oui, c'est ça. Alors, sortir du silence pour un chanteur, Nick Malen, vous avez été chanteur de rue et tout. Votre manière de sortir du silence, c'est la lumière qui vous tombe un peu dessus quand même. Est-ce que c'est pas une libération un peu pour vous de vous dire que finalement, même si c'était pas forcément ça que vous aviez choisi, vous l'avez choisi et ça fonctionne, donc vous êtes libéré, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, personnellement, j'ai jamais vraiment couru après un certain type de fame ou quelque chose comme ça. J'ai vraiment fait ça. C'est vraiment un besoin que j'ai recherché avant tout. Et c'était comme elle disait, si je le fais pas, je me sens pas bien. D'accord. Donc c'était plutôt dans ce sens-là. Et puis après, vital, quand on fait quelque chose avec passion et qu'on travaille, forcément il y a des résultats et on peut arriver à faire de grandes choses derrière. Voilà. Je pense que c'est ça la clé, c'est de faire quelque chose qu'on aime et de travailler. Allez, on va se faire plaisir. On vous écoute encore un petit peu, Nick.
La chanson Good Enough, c'est un single de Nick Mallen sur Sud Radio. Alors je traduis le refrain, enfin quelques mots qui m'ont touché moi. Cela va être un long voyage, mais peu importe si je perds mon temps ou si je perds la tête, j'ai parcouru le monde et j'ai réalisé que je préfère vivre libre jusqu'à ma mort. Bon. Ça nous installe dans votre univers. Est-ce que vous voulez commenter un peu ces mots-là, Nick Mallen ? En fait, il se trouve que Good Enough, c'est une chanson que j'ai écrite quand j'ai traversé les États-Unis en stop. Ouais. J'ai écrit cette chanson en stop. Ouais. Ah ouais. Ouais. Vous étiez motivé. Je vais pas vous raconter toute l'histoire. On ça imagine a très que mal vous êtes... fini. Oui. Mais j'ai écrit cette chanson en me disant que peu importe ce qu'il arrive, c'est ça pour moi d'être sur la route, quoi. C'est ça, c'est d'être sur la route et de vraiment se sentir vivant. Et quoi, c'est la sensation d'infini, en fait. Exactement. Pour moi, Good Enough, fait la route 66 tu marches sur une route, mais il y a une petite voix qui te dit continue. Peu importe le résultat, t'es sur le bon chemin. Donc pour moi, cette chanson, elle parlait de ça, de faut Et toujours... vous vous êtes mis en danger aussi, hein ? Ouais, je me suis mis en danger, mais en même temps, c'était un danger qui m'a servi pour la suite. On va dire que pourquoi ? Parce que en fait, je suis allé dans des expériences qui m'ont rendu plus fort sans même le savoir. Sans chercher. Voilà, et c'est ça qui crée pour moi une âme, un artiste qui a quelque chose à dire, c'est qu'il a vécu des choses fortes. Et puis il peut le retranscrire après dans sa musique. Et alors finalement, est-ce que c'est cette liberté et puis cette acceptation de vous-même, est-ce que c'est pas aussi votre réponse face à l'incertitude, aux défis de la vie en général, etc. Le fait de casser les barrières comme ça ? Ouais, pour moi, je persiste à dire que... Moi, je le dis tout le temps à mes potes et tout ça, je dis, bon, c'est bien de faire comme il faut, etc. Mais bon, j'ai toujours eu cette mentalité de... Qu'est-ce que ça veut dire faire comme il faut ? Suivre les règles, faire comme on nous dit, écouter et pas peut-être penser qu'il y a un autre chemin. Pas dériver. Et c'est bien, mais c'est pas fait pour tout le monde. Et moi, j'ai toujours eu la sensation qu'il fallait que j'aille de l'autre sens. Alors, on a Sophie Thalmann qui est quand même neurologue et qui a fait comme il fallait au départ. Vous aussi, finalement, c'est pas une dérive, hein, votre choix de la littérature, mais c'est aussi une autre route sans les mêmes barrières que celles que vous connaissez, on imagine, dans votre quotidien, quoi. Moi, j'ai vraiment hésité entre ces deux voies. Au début ? Ah oui, j'étais une petite fille très créative, qui dessinait beaucoup, qui faisait du théâtre et qui écrivait. Mais je venais d'une famille de soignants, tout le monde est soignant autour de moi. Okay. Et c'est vrai que j'avais aussi envie de devenir soignante, de voir des gens. Et ça donne de sauver des gens aussi, non ? Alors, on ne sauve pas les gens tous les jours. Hein. Non, mais ça vous arrive. Mais au moins d'essayer de faire du bien. Et mon père, très pragmatique, m'a dit au lycée, je dis, parce ok, mais là, il faut choisir, parce que tu pourrais toujours être créative. Par contre, médecin, c'est maintenant ou jamais, quoi. Tu ne vas pas, à 40 ans, choisir d'être médecin. Donc, je l'ai écouté. Mais je suis restée toujours créative à côté. Est-ce que vous êtes contente d'avoir écouté ? Je suis très contente d'avoir écouté, puisque déjà mon écriture est nourrie par mon métier de médecin. Moi, je me lève le matin. Est-ce que votre métier de médecin, il est nourri par votre écriture, Alors, aussi mon écriture me rend bien dans mes baskets, zen. Moi, c'est vrai, de côtoyer ce monde de l'édition, les auteurs, un monde littéraire, créatif, ça me fait énormément de bien. Ça me donne aussi un recul sur la vie. Et ce que vous disiez, quand vous levez le matin, c'est que ça... moi, les gens m'attendent, donc ça me motive, je sais pourquoi je me lève, ça me rythme. J'aurais du mal à ne faire qu'écrire. Parce que vous seriez trop solitaire, en fait. Complètement, et là, ça m'ancre dans la réalité des choses. Non, je suis contente. Et ça nourrit effectivement vos histoires qui, du coup, sont totalement ancrées dans ce qui nous touche, nous tous, quoi. Aussi, chaque thématique. Vous avez fait c'est votre 9e roman, c'est ça ? Ouais. Et donc, qu'est-ce qui a déclenché le premier, Sophie Thalmann ? Une phrase d'une de mes internes qui m'a fait éclater de rire. Elle venait d'ailleurs, de Haute-Savoie. Et moi, j'exerce à Lorient, en Bretagne. Elle m'avait dit, j'ai atterri à Lorient, mais ça aurait pu être pire. J'aurais pu atterrir à Brest, le bout du monde. Et là, de cette phrase, vraiment, elle m'a fait rire. Et je me suis dit, je vais en faire une histoire. Une jeune interne qui se retrouve à Brest, le bout du monde à ses yeux, un peu comme Bienvenue chez les Ch'tis, mais en médecine. En Bretagne aussi. En Bretagne. Et moi, j'adore Brest, j'adore le Finistère. C'est vrai que c'est une ville qui peut paraître austère, assez minérale quand on arrive pour la première fois, et puis on découvre des gens authentiques. La Bretagne a des décors magnifiques. Et, des sacrés caractères aussi. Hein. Des sacrés caractères. Et ça a été mon premier roman. Finalement, c'est une question pour tous les deux, Nick Mallen, quelle que soit la forme d'art ou d'expression, finalement, il s'agit de comment on vit nos vies, hein, et de qu'est-ce qui va nous rester, quoi. Qu'est-ce qu'on va laisser aussi. Ouais, c'est ça, c'est laisser vous avez envie de laisser une trace, vous ?
Ouais, Bien ça sûr, c'est important. Je pense que c'est aussi le but de tout être humain. Des fois, il y a des gens, après je dis pas, mais moi peut-être pas pour les autres, mais pour vous c'est important. Pour moi de laisser une trace. Et en tout pour cas, la postérité. Pour moi d'influencer les gens d'une bonne manière. D'accord, voilà. De donner du positif, quoi. Ouais, c'est ça. Et vous aussi, finalement, c'est comment on vit, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'il nous reste? Oui, et puis moi je vois plutôt l'instant présent, parler aux gens. Ouais. Envie de parler aux gens et que mes histoires les touchent, et voilà. Eh ben, c'est excellent tout ça, vous avez bien compris, vous êtes sur Sud Radio, chers auditeurs, on est avec l'écrivaine Sophie Thalmann et le chanteur Nick Malen, vous restez avec nous pour la fin de l'émission, à tout de suite. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio, c'est bientôt la fin de votre émission autour de l'excellence française et de ses esprits polyformes. En compagnie de l'écrivaine Sophie Thalmann qui nous vient avec son tout dernier roman, Les Cœurs silencieux, sorti chez Albin Michel, et le chanteur Nick Malen qui cartonne avec son single Je vais être papa. Alors Sophie Thalmann, les sujets que vous explorez dans vos livres, ils vous sont inspirés par nos émotions quotidiennes. Et en fait, vous êtes confronté à ces émotions en permanence quand vous êtes neurologue. Alors il y a toujours une question qu'on se pose, parce que devant les grands médecins, on se pose la question, comment ils font? Parce que vous voyez des trucs terribles quand même. Est-ce que vous créez un certain détachement? Comment vous gérez ça? Ça, c'est pas facile, et j'en parle beaucoup dans mon premier roman où je parle de Marie-Lou, qui est toute jeune interne, qui a ses premières responsabilités. Personne ne nous apprend dans nos études en médecine à gérer notre empathie, parce que c'est ça, l'empathie qui déborde des fois face à des cas dramatiques. Moi, jeune interne, il m'est arrivé d'aller pleurer dans un placard parce que là, c'était trop. Et petit à petit, eh bien, il y a une carapace qui se fait. Maintenant, régulièrement, je suis émue, mais ça se voit pas forcément. D'accord. Et c'est sûr qu'en tant que soignant, il faut un certain recul, une certaine distance. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans le regard aussi. Parce que ces gens en face de nous, il faut qu'ils aient confiance en nous. Qui jouent dans le silence, quoi. Qui jouent dans le silence, exactement. Et puis moi, des fois, je vois l'angoisse dans leurs yeux quand ils arrivent au cabinet. Et là, hier, un patient, j'ai vu l'angoisse de ce que je vais leur annoncer. Et ça, j'essaye que tout se passe au mieux, effectivement. Et alors, quand vous devez annoncer des choses terribles, vous le faites pareil que si c'est des choses géniales? Ah non, surtout pas. Mais ça aussi, personne ne nous apprend. C'est pour ça que je vous pose la question. Donc, petit à petit, on arrive à avoir des choses importantes, c'est-à-dire un bon environnement, déjà. Un bon environnement, calme, prendre le temps. C'est surtout ça, prendre le temps de dire les choses. Il ne faut pas mentir aux gens, il faut dire les choses. Et quand c'est catastrophique, vous avez des gens qui s'écroulent devant vous, je pousse encore la question, comment vous réagissez? Ça peut arriver. Et puis là, on parle aussi du pouvoir des mots. Il y a certains mots qu'il faut éviter aussi de prononcer. D'accord. Le mot cancer n'est pas forcément un mot qu'on prononce dans une annonce, en fait. Il y a d'autres mots pour au début. Qu'est-ce que vous allez dire, par exemple? Eh bien, il y a tumeur, il y a lésion, il faut amener petit à petit. Il y a certains mots. On sait que quand un patient entend ce mot, après, il n'écoutera plus rien. Parce qu'il sera bloqué sur ce mot. Ça sera tellement dur pour lui qu'il n'écoutera plus ce qu'on nous raconte après. Donc, il faut vraiment l'amener petit à petit. Ça s'apprend. C'est l'expérience qui est... Mais comment ça se fait qu'on l'apprend pas pendant des études de médecine? Alors peut-être que là, ça a changé, important. Mais moi, effectivement, j'ai 40 ans et quelques. C'était pas dans les cours de médecine, peut-être là. J'espère qu'on apprend certaines règles aux étudiants. Mais en tout cas, c'est l'expérience, moi, qui m'a appris à gérer ça. Alors tout à l'heure, on parlait du fait que vous avez eu en fait 2 passions dès le départ et que vous avez choisi de faire vos études de médecine pour être écrivaine ensuite, mais que vous auriez aussi bien pu commencer écrivaine. Est-ce qu'il y a des écrivains, justement, ou des écrivaines en particulier qui vous ont donné envie, cette envie? C'est vrai qu'au lycée, moi, il y a un livre d'Oliver Sacks, c'est l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Qui m'a donné, donc qui est neurologue, qui a écrit un livre sous forme de petites scénettes qui explique les bases de la neurologie, comment fonctionne notre cerveau.
d'où viennent nos émotions. Enfin, il répond à plein de choses sous forme de petites scénettes. Et j'ai adoré ce livre et je me suis dit, on peut être médecin et écrivain à la fois. Voilà, ça a été un déclic. Il y a un livre d'Oliver Sacks qui a donné un film aussi, si je me souviens bien, avec Robin Williams et Robert De Niro. Je m'en souviens plus, mais c'est du titre, mais c'est ces gens qui se réveillent au bout de 25 ans de sommeil. Oui. Hein, c'est ça, et qui tout d'un coup ont 5 ou quelques semaines de vie, en fait, et qui se rendorment. Ouais. Alors ça, par exemple, typiquement, c'est des histoires qui nous paraissent complètement folles, mais qui peuvent vraiment fonctionner. Enfin, ça existe, quoi. Ça a vraiment existé, en fait. C'est très impressionnant. Comment on gère un client, j'allais dire, un patient qui se réveille au bout de 15 ans comme ça? Alors non. Ça vous est déjà arrivé, ça? Non. Ok. Là, c'est une histoire un peu romancée, quand même. Oui, puis c'est... mais je dirais des bêtises parce que je ne l'ai pas lu. Donc, il faut voir le film. Bref, la neurologie, ça amène à plein d'histoires. Des histoires de vie, en fait. Des histoires de vie. Et des fois, certains romans, je suis allée les puiser ailleurs, comme dans Va où le vent te berce. Je parle de bénévoles qui vont bercer des bébés en service de pédiatrie. Donc, je suis loin de ma spécialité, mais voilà. C'est une potion magique, en fait. Nick Malène, on va en parler 2 secondes quand même. Vous avez participé à The Voice, notamment aux côtés de Mika. Évidemment, ça a été un booster de notoriété. Est-ce que vous le referiez? Ouais. Rapprochez-vous du micro, le chanteur. Alors oui, d'ailleurs c'était prévu, mais on a eu des problèmes au niveau du calendrier. Donc pourquoi pas, franchement, ça serait cool de refaire l'expérience. Surtout que quand j'ai fait The Voice la première fois, j'étais pas prêt mentalement. Vous êtes revus ensuite? En fait, Mika, pour la petite anecdote, il habitait à Montmartre. D'accord. Et je le recroisais souvent dans les cafés parce qu'il promenait ses chiens. Et donc, on a bu des cafés. Très sympathique, Mika. D'ailleurs, je lui passe le bonjour. Et donc, avoir découvert le chant, ça vous est venu un jour comme ça? Ouais. Oh, d'accord. Ouais, parce que Comment ça vous est venu? C'est sous la douche? En fait, j'ai fait beaucoup je voulais faire une carrière de sport, dans le sport, mais peintre, sport, tout ça. Voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est que j'avais pas vraiment de résultats qui étaient à l'école et tout ça. Bon, j'avais des problèmes à l'école, donc j'ai arrêté l'école très tôt. Et il fallait un moyen de vivre, de gagner de l'argent. Et pour moi, ça a été la première chose que j'ai fait, c'est que dès que j'ai vu que je pouvais un peu chanter et jouer de la guitare, je suis allé dans la rue. Et c'est comme ça que j'ai survécu petit à petit, que j'ai réussi à vivre de ma passion. Et alors, une composition, une chanson, une performance particulière pour vous qui vous aurait inspiré, qui vous a donné le feu, quoi? James Morrison. Je me rappelle, c'était un des premiers artistes que j'écoutais. C'est un Anglais, si vous connaissez pas. Il avait sorti un album que j'écoutais tout le temps. Et donc, c'est lui qui m'a donné un peu l'envie de chanter, et puis voilà, quoi. Et l'inspiration vocale aussi Ouais, l'inspiration vocale, parce que ma voix elle a évolué avec le temps, forcément, mais j'avais une voix beaucoup plus aiguë avant. Et après, elle s'est cassée, je sais pas comment. Mais c'était à force de chanter dans la rue, peut-être. Ouais. Qu'est-ce que c'est le plus grand défi en tant que chanteur, en tant qu'artiste, selon vous, à surmonter sur la route? Votre plus grand défi à surmonter quand on veut devenir chanteur ou quand on l'est? Le doute et les peurs, et de rester sur le chemin. En fait, de pas écouter justement les petites voix qui nous disent bah non, c'est pas pour toi, finalement on fait autre chose. Le sentiment d'imposture, quoi. Le sentiment de justement de tout le temps se valoriser. C'est comme un peu un boxeur qui va aller boxer. Tous les jours il doit se dire bon, pour tenir le cap et pour être tout le temps bon, il doit se dire bon, allez, vas-y, t'es le meilleur, machin. C'est un peu le même processus. Faut être compétiteur un peu, en fait, c'est ça que vous dites. Je dirais pas compétiteur, mais faut avoir quand même, faut être bon mentalement, quoi. Faut être fort mentalement. On est bientôt arrivé à la fin de l'émission. Sophie Talman, Nick Malène, je vais vous poser la dernière question de cette émission, qui est une question que j'affectionne tout particulièrement. Sophie Talman, qu'est-ce que dirait l'adulte que vous êtes à la petite fille, à l'enfant que vous étiez? Eh bien, si tu as des rêves, il faut essayer d'aller au bout, en tout cas, et ne pas se mettre des barrières. Parce que vous êtes mis des barrières? Non. Bon, alors, donc qu'est-ce que vous auriez à vous dire, justement, puisque vous n'en êtes pas mis des barrières? De choses que j'ai... Vous, à 5 ans? Ouais, écoute-toi, continue à créer... Vous écriviez déjà? J'écrivais déjà, je dessinais beaucoup, voilà. En tout cas, ne rentre pas dans des cases, ne te fais pas mettre dans des cases. Ouais, surtout pas de cases. Par les grands. Et alors vous, Nick Malène, que dirait l'adulte que vous êtes aujourd'hui à l'enfant que vous étiez?
tu vas galérer, mec. Lâche pas l'affaire, quoi. Lâche pas l'affaire parce que tu vas voir que à la fin, la ligne d'arrivée, c'est beau. Ouais, la vie a été dure, quoi. Vous êtes content aujourd'hui? Mais ça fait partie du. C'est important d'avoir mal pour avoir bien après. Ouais, exactement. D'accord. Vous êtes content là? Ouais. Bon, bah c'est excellent alors. Ouais. Magnifique. Eh ben c'était excellent. Merci à tous les deux d'être venus par ici. Merci. On entend Nick Malène. Voilà. Tu vas être papa. Merci à tous de votre fidélité à cet excellent, votre émission sur Sud Radio. On se retrouve dimanche prochain à 19h pour écouter de nouveaux destins. Alors, le tout nouveau roman de Sophie Talmen, Les Cœurs Silencieux, est sorti chez Albin Michel. Il est disponible dans toutes les bonnes librairies, bien entendu. En fond, le titre Tu vas être papa de Nick Malène. N'hésitez pas à aller découvrir ce titre sur toutes les plateformes. Vous avez un concert à l'Étoile le 26 mai prochain. D'ailleurs, je suis en concert à l'Étoile le 26 mai. Donc, voilà, à Paris. À Paris, ouais. Pour ceux qui sont dans le coin. Eh bien, merci à mon réalisateur du jour, à Sud Radio, ses équipes. Vous pouvez retrouver toutes vos émissions sur le site, la chaîne YouTube de Sud Radio, les réseaux sociaux. Et 10h, les copains, les copines. À dimanche prochain, je vous embrasse. C'était excellent. Sud Radio, c'est excellent. 19h-20h, Judith Belair. Avec Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans.